10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Qui va gagner la Première Ligue? Les amis, vous n'avez pas forcément la réponse, moi non plus, mais on va en discuter. Manchester City, est-ce qu'ils peuvent refaire leur retard? Arsenal, ça leur semble promis, est-ce que ça peut leur échapper? Est-ce qu'on a eu tort de ne pas inclure un troisième blason? Sur cette miniature, on va discuter de tout ça et les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est le 12 janvier, 12e vidéo. On a bien démarré l'année, si ça vous régale, pouce bleu. Si vous voulez me soutenir, m'encourager, pouce bleu, faites-le, ça me fait vraiment plaisir. On en a besoin. Et demain, 13e vidéo en 13 jours, pas de souci. Demi-finale de Cannes, on va commencer à se pencher dessus. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'Arsenal. Décortiquons ces Gunners, passons-les au microscope, en long, en large et en travers, pour voir s'ils ont ce qu'il faut dans le ventre pour aller au bout. On va aussi ouvrir le dossier Victor Gyökeres, qui n'est plus un dossier, c'est un classeur administratif le truc. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de choses à raconter. On va parler des gars d'Arteta. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Est-ce qu'ils peuvent traverser cette période difficile pour tout le monde en Angleterre? On est dans ce qu'on appelle le slog de janvier. La brume, la pluie, les matchs qui s'enchaînent. C'est un désastre. Si je suis joueur de Première Ligue en ce moment, la tentation de passer un coup de fil à l'agent pour, je dis pas l'Arabie Saoudite, au moins l'Espagne, il n'y a pas un petit quelque chose en Espagne, un petit peu de soleil, éviter cet enchaînement de matchs. Arsenal vient de jouer un match de FA Cup contre Portsmouth, le Portsmouth de Colby Bishop, et mercredi déjà, il retrouve Chelsea. C'est quoi le match? C'est demi-finale aller de Carabao Cup. Nous, non seulement on a supprimé la Coupe de la Ligue, heureusement, imaginez si on devait jouer de la Coupe de la Ligue, aller-retour. Il y a de quoi véritablement entrer en dépression, il y a de quoi anticiper le fameux Blue Monday qui arrive le 19 janvier. En Première Ligue, c'est dur. Et en janvier, tu peux pas gagner le titre, mais tu peux le perdre. Est-ce qu'Arsenal est en train de le perdre? Alors, la formulation de la question peut interpeller, parce que c'est pas comme s'il venait d'enchaîner 3 défaites consécutives. Au contraire, la série de résultats, elle est plutôt bonne. Mais je pense que c'est quand même une formule doublement correcte. Est-ce qu'Arsenal peut perdre le titre? Parce que, c'est leur titre à perdre. Ils sont premiers, ils ont 6 points d'avance sur Manchester City. Les bookmakers les mettent à 1,25 pour le titre. City est deuxième à 4,50, Villa est troisième à 30, Liverpool est quatrième à 125. Arsenal a sans doute l'effectif le plus fourni de Première Ligue, après un méga mercato estival, et honnêtement, ils ont comme challenger un City en transition. Villa, j'aime bien, mais perso, j'y crois pas. Et Liverpool qui est décroché, un champion en titre, totalement à la dérive. C'est l'année ou jamais pour, 22 ans après, reprendre la couronne d'Angleterre. Mais Arsenal a déjà été dans une position similaire. Il y a 3 ans, quasiment pile 3 ans, 15 janvier 2023, ils venaient de prendre 8 points d'avance sur Manchester City. Ils ont passé cette saison-là 248 jours en tête de la Première Ligue pour, on le sait, s'écrouler au bout du bout. Est-ce que ça peut se reproduire? City, on a dit, est à 6 points, mais j'argumenterais qu'ils sont vraiment qu'à une seule victoire de retard, parce qu'il reste un City-Arsenal, c'est à l'Etihad, c'est 33e journée. Niveau goal average, c'est égalité pour l'instant. La différence de but, plus 26 des deux côtés. Donc, mathématiquement, a priori, il faut penser que si City refait 6 points de retard, c'est qu'Arsenal aura perdu des matchs, c'est que City en aura gagné. Donc à ce moment-là, le différentiel de but, il sera favorable à City et c'est le tie-breaker en cas d'égalité. Une défaite d'Arsenal, une victoire de City d'ici la 33e journée et un match pivot à l'Etihad qui vaudra son pesant d'or. Donc le matelas d'Arsenal est un petit peu moins épais peut-être que ce que ces 6 points peuvent laisser entendre. Et ensuite, est-ce qu'Arsenal est en train de perdre le titre? Une formule un petit peu alarmiste, mais aussi parce que dans les performances, malgré les victoires, un petit essoufflement peut-être. Alors c'était pas du tout le cas contre Aston Villa, mais contre Bournemouth, un petit peu ric-rac, la possibilité de distancer City, laisser de côté avec ce 0-0 contre Liverpool. C'est ce qu'on dit en tout cas, c'est ce qu'on entend à gauche, à droite, qu'Arsenal est peut-être en train de faiblir au mauvais moment. J'ai voulu regarder ça par moi-même, j'ai voulu vérifier ça par moi-même, et j'ai démarré cette semaine donc devant Arsenal, Liverpool. Je conseille pas. Comme manière de démarrer la semaine, ce bon petit match à 0,57 XG contre 0,31, c'est pas top pour un lundi. Mais il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Mon métier est tellement difficile
Je le fais pour vous, les gars. C'est dur, mais on s'y est collé. Et en vrai de vrai, j'ai pas trouvé ça si mal que ça. En tout cas, certainement pas inquiétant pour Arsenal. Je les trouve encore très très forts, en réalité. Et j'ai vu des séquences, je juge beaucoup par... Je trouve les séquences plafond qui, ok, te définissent une identité et te définissent une qualité. La force de repli que j'ai vue à la 63e minute, quand Frimpong, dans ce rôle d'ailier droit avec Salah à la canne, c'était plutôt quelque chose qu'on souhaitait voir pour slot à Liverpool. C'était pas mal. Frimpong lancé dans la profondeur, la force de repli des Gunners, interception de Declan Rice sur la passe en retrait de Frimpong. En 10 secondes, ils ont reconstruit leur ossature. Ils ont déjà 8 joueurs de champ derrière le ballon. En 13 secondes, c'est bon. Ils sont déjà les 11 dans leur tiers. Cette force de repli, ouais, ça fait la meilleure défense. C'est une des raisons pour lesquelles Arsenal a la meilleure défense de Première Ligue. Ils sont quasi invulnérables en transition. J'ai vu un Saliba, pareil à l'heure de jeu, faire cette course et stopper ce qui est quasiment un 2 contre 1 dans sa zone. Si Frimpong arrive en premier sur le ballon, mais c'est létal, il revient, tacle en touche. Avec Saliba, avec Gabriel, avec Rice, t'es pas mal protégé. Et avec ballon, même si ça fait 0-0, même s'il dépasse pas le 1 XG dans ce match, 9 tirs, c'était pas une grande production offensive, on va pas se mentir. Je pense quand même qu'ils ont eu les occasions pour l'emporter. Rice, 16e minute, qui est face à un bloc très regroupé. Arsenal a passé 30 minutes dans la moitié de terrain adverse. Ce centre pour Timber, en vrai, il est méga dangereux. En vrai, il est réussi. Et j'ai pas trop compris aussi récemment le délire d'incriminer Saka, qui vient d'obtenir sa grosse prolongation de contrat, etc. Peut-être il y a un peu de ça, mais je trouve pas du tout que ce soit un joueur en deçà. C'est le MVP offensif d'Arsenal d'assez loin, et il y a des actions où il passe un dribble sur Bradley, sur Kerkez, un deuxième sur McAllister, le centre en retrait, un petit peu trop en retrait, dommage, mais c'est des moments lumière qui sont pas loin de faire pencher le match. La liaison Odegaard-Saka en transition, en attaque rapide, elle est toujours aussi performante, et au bout de ça, il y a une frappe cadrée extérieure de surface, il est jamais trop loin de la mettre au fond sur des actions comme ça. 41e minute, pareil, dans le demi-espace, bloc bas, bloc regroupé, cette passe aveugle, masquée comme ça, qu'il transmet à Timber, c'est du top niveau. Et j'ai vu des actions collectives où, dans la zone 14, les transmissions... Alors, Gyökeres marche un petit peu sur les pieds de Martin Odegaard, et dommage, il n'est pas au bout de chaîne de cette action, mais Gabriel, Odegaard, Rice, qui transmet en une touche pour Saka, pas facile à faire ça à l'intérieur de 10 joueurs de champ, et pourtant Arsenal a réussi, alors il y a un retour de Kerkez sur Saka, mais a réussi à manufacturer quelque chose que pas grand monde est capable de faire. Et malgré leur production moins impressionnante que ce qu'ils sont capables de faire derrière, défensivement, Arsenal a quand même, avec 40 buts marqués, la deuxième attaque de Premier League, c'est loin d'être catastrophique. Saka a eu plus de mal en seconde, Kerkez l'a plus cadenassé, il a dû sortir, l'enchaînement des matchs est difficile pour tout le monde, et il est sorti à un quart d'heure de la fin, mais je pense les stats, et ça c'est des stats qui datent d'il y a quelques jours, donc c'est pas tout à fait précis, mais il y a 10 jours, Saka était le joueur en Premier League avec le plus gros total de XA, le plus gros total de passes clés, de dribbles réussis, de duels offensifs remportés. Saka, pour moi, est loin d'être en train de faire une mauvaise saison, même si son total de buts n'est pas aussi haut que ce que certains souhaiteraient. Et ensuite, au bout du bout, à 0-0, 97e minute, le tir au buzzer. Arsenal, en vrai, était à ça de quand même prendre les 3 points sur leur arme numéro 1. Ils ont, avec les buts contre Portsmouth, 17 buts sur corner, toutes compétitions confondues cette saison, 17. Et ça aurait pu être 18, parce que quand tu trouves Gabriel au second poteau comme ça à 1 mètre du but, généralement, ça va au fond. Il y a juste à voir la réaction de Nicolas Jover pour comprendre. Ça n'a pas été parfait ce match, ça n'a pas été parfait du tout. Comme on a dit, la création c'était pas excellent. Il y a eu une grosse occasion concédée, la barre transversale de Connor Bradley en première période. Mais je dirais surtout que ça n'a pas été parfait parce que, le dossier Victor Gyökeres, bon, quand même, au bout d'un moment, c'est pas assez, on est d'accord. 8 ballons touchés en 1 heure de jeu pour lui, 8 petits ballons touchés. Il est encore sorti à l'heure de jeu, ce qui est devenu récurrent pour lui. Ça fait depuis le 26 octobre qu'il n'a pas disputé 90 minutes en intégralité en Première Ligue. Quand tu es Mikel Arteta et que tu sors ton 9 à l'heure de jeu dans un match où il y a 0-0, c'est que tu n'as pas pleinement confiance en lui pour débloquer la situation. 1 but pour Victor Gyökeres depuis son retour de blessure, 1 but contre Everton, c'était un penalty. Combien de buts Première Ligue sans compter les penalties cette saison? Combien de non-penalty goals pour Victor Gyökeres? 3. 3 en 19 matchs. Trossard est à 5, Eze 4, Rice 4, Merino 3 aussi, Gabriel est à 3, Saka à 3, Zubimendi à 3,
3 aussi pour Victor Gyökeres, ton 9. Donc, on peut l'excuser en partie. C'est pas évident d'être le 9 d'Arsenal. Aucun avant-centre n'a véritablement détonné dans l'Arsenal de Mikel Arteta. Et c'est une position qui n'était pas excessivement priorisée sur le recrutement. Même Havertz, quand il est pris, ce gros transfert, c'est plus pour être un 8 à la base. Arsenal n'a pas un projet de jeu, fer de lance, transpercer l'axe, notre 9 comme point focal de notre création. Et aucun 9 a vraiment étincelé sous Mikel Arteta. Même la meilleure saison de Kai Havertz en 37 journées de Première Ligue, c'est 13 buts. C'était une bonne saison, 13 plus 8. 13 buts seulement. Gabriel Jesus en 2022-2023 qui avait éclaté super fort avant de se blesser malheureusement. Donc ça réduit son nombre de matchs. C'est 11 buts. C'est pas pour rien que Merino a pris ce rôle. C'est pas la position la plus facile du monde. 9 d'Arsenal. Et je trouve qu'on le voit dans certaines séquences, notamment contre Liverpool, fin de seconde période. Je trouve qu'ici, par exemple, quand Saliba casse la première ligne de pression par la portée, sa décision dit tellement de choses. Il peut transmettre à Odegaard ici, et ça peut être très menaçant. Ce ballon-là donné dans le demi-espace pour Odegaard qui se retourne sur son pied gauche, potentiellement link-up avec Gyökeres. Justement, ça c'est les ballons où il n'est pas servi, où il n'est pas touché. Pas facile d'être le 9 d'Arsenal. S'il transmet là, c'est dangereux. Mais c'est dangereux aussi dans l'autre sens. Les ballons axiaux, les pertes axiales, ils te rendent hyper vulnérable, encore plus quand ton central vient de monter, vient de progresser, et du coup n'est pas derrière pour couper la transition adverse. Donc, même malgré le fait que cette poche, elle existe, et que Odegaard demande, en mode « mais pourquoi tu m'as pas transmis ?» Peut-être là, ça devient trop tard, mais une seconde avant, c'était possible. Saliba préfère jouer côté sur Bukayo Saka. Arsenal est la meilleure défense de Première Ligue pour beaucoup de raisons. Gabriel Saliba, la meilleure paire de centraux. Bon, littéralement, tu démarres les matchs tout le temps maintenant avec 4 centraux sur la ligne de 4. Zubimendi, Declan Rice, etc. Mais c'est aussi comme ça que tu limites Liverpool à 0,14 XG sur cette mi-temps, 0,3 sur tout le match, et que tu as de très très loin la meilleure performance défensive. Les choix avec ballon d'Arsenal sont extrêmement conservateurs. Et ça va pas bénéficier à un 9 forcément. Arteta l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, si on ne peut pas gagner ce match, alors il ne faut pas le perdre. Ce qui est assez révélateur sur son état d'esprit. Et enfin, à la décharge de Gyökeres, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il n'est quand même pas le seul cette saison à trouver le delta de la Première Ligue difficile à combler. La marche à franchir, la marche à grimper est difficile pour beaucoup de monde. Mais, ce que je dirais en plus, c'est que malheureusement, Gyökeres n'est pas un crack. Et ça, on le disait avant qu'il signe Arsenal. J'avais passé toute cette journée où je m'étais buté sur des clips de Gyökeres d'un côté, Šeško de l'autre. C'était les deux cibles qui étaient envisagées. Et la conclusion, c'était grosso modo, franchement, s'il faut absolument choisir, peut-être Šeško, mais peut-être aucun des deux, et tout mettre sur Rodrigo. Dès les premiers matchs, on le voit lancer dans la profondeur, et pas vraiment assez de pointe de vitesse ou de qualité technique pour générer un tir au bout. Ça, c'était contre United. J'ai vu aussi contre Everton. Ça, pour moi, c'était l'action la plus frappante. C'était il n'y a pas longtemps. Appel intéressant. Transmission profonde. Même le contrôle est pas si mauvais. Mais épaule contre épaule. Il ne réussit pas à tenir. Et il n'a pas ce petit coup de rein qu'il faut en Première Ligue pour résister à des défenseurs Première Ligue, pour véritablement transformer cette occasion en but. Si on compare avec Erling Haaland, il y a le nombre de buts sans les pénaltys, la différence elle est flagrante absolument. Erling Haaland en a 18 non-penalty goals en Première Ligue cette saison, Gyökeres en a 3. Mais le plus choquant pour moi, c'est le nombre de tirs. Seulement 9 tirs cadrés pour Gyökeres cette saison, 38 pour Erling Haaland, 29 tirs pour Gyökeres tout court, 80 pour Erling Haaland. Sa capacité à se générer des tirs, il y a la version conservatrice d'Arsenal qui limite l'exposition forcément, mais il y a aussi juste simplement, même quand lui est lancé, il n'y a pas ce petit truc en plus pour réussir à transformer cette situation en un tir. C'est dur, parce que la Première Ligue c'est dur, parce que les duels avec Gravenberch c'est dur, les duels avec Van Dijk qui sort dans le dos, là pareil j'ai vu dans ce match contre Liverpool, et sa remise, sa transmission est directement en touche, c'est dur. Et techniquement, on savait. Techniquement, pour moi, c'était pas la question. On l'avait vu dans les vidéos du Sporting, on en avait parlé à l'envie sur la chaîne, et bien sûr les scouts d'Arsenal le savaient. Techniquement, ça allait jamais être Kane, Benzema, Lewandowski. Ok. Mais alors, athlétiquement, il fallait que ce soit, du coup, beaucoup plus proche d'Erling Haaland que ce que c'est pour être le 9 qui véritablement amène Arsenal au niveau supérieur. En Première Ligue, où ils ont la vocation d'être la meilleure équipe du championnat pendant, pas seulement cette année, plusieurs années. En Europe, où ils ont aussi la prétention d'aller remporter cette coupe, d'être la meilleure équipe d'Europe, pas seulement en novembre, pas seulement en décembre, en mai. Gyökeres
et pas ce gars-là. Et je sais que certains supporters d'Arsenal me diront, mais si il est utile, on le voit sur plein de choses, du plus intangible, les courses de pression, le volume général d'efforts, user les défenses, un petit peu de jeu en déviation, etc. Moi, je pense pas que c'est assez. Pas au niveau, comme j'ai dit, de ce qu'il doit être, le 4e meilleur attaquant de la planète. En vrai, ça doit être ça pour Arsenal. Et je pense quand même qu'Arsenal peut gagner le titre, malgré ce qui, pour moi, est une faiblesse de leur effectif. Mais la formulation qu'on aura à la fin, pour moi, et qui dit tout, c'est que je pense qu'on dira Arsenal a gagné le titre, pas grâce à Victor Gyökeres. Si on dit Arsenal a gagné le titre grâce à Victor Gyökeres, et c'est ça qui s'impose comme consensus à la fin, ok, ça voudra dire qu'effectivement il aura joué son rôle, et on ravalera nos mots, mais je pense pas qu'on dira ça. Je pense qu'on dira rien sur Victor Gyökeres, ou alors, même, Arsenal a gagné le titre malgré lui, même avec Victor Gyökeres, et que la question de son remplacement pour l'an 2, pour lancer le projet dynastique, maintenant les démons exorcisés, se posera. En début de saison, je me souviens, il y a 3 mois, on avait posé la question, à votre avis, quel sera le verdict sur Gyökeres en fin de saison ? 6% avaient répondu le 9 crack qu'Arsenal cherchait. 52%, pas une star, mais une arme utile. 10%, un flop, il faut un autre 9. 31%, saison d'adaptation, patience. Alors, cette 4e réponse, désolé pour les 31%, personnellement, je pense pas que ce soit la bonne réponse. D'abord, parce que prendre Gyökeres, c'était un move win now. Il faut qu'il débloque le palier de performance là, tout de suite, maintenant, pour propulser Arsenal au nouvel étage. Il y a un pic, il y a un prime de cette équipe à exploiter maintenant. Et la deuxième chose, c'est parce que Gyökeres, là, il a 27 ans et 200 jours. Il va avoir 28 ans le 4 juin. 28 ans, pour un 9, on peut penser qu'il est déjà à son plafond. Il n'y a pas une grande marge de progression à aller chercher. S'il fait 10-15% mieux saison prochaine, je ne parle pas en stats, mais juste en qualité générale, qu'il étoffe son jeu, qu'il devient 10-15% meilleur, possible. 60-70% meilleur à 28 ans, je pense pas. Je pense que what we're seeing, what you see is what you get. Ce qu'on est en train de voir là, c'est ce qu'Arsenal a pris. Pas beaucoup plus que ça. Donc voilà, je pense quand même qu'ils peuvent le faire sans lui ou malgré lui, entre guillemets. J'ai aucune animosité envers le gars, et ça va sans dire. Je pense que le contexte de jeu est difficile, ça on l'a dit aussi. Mais juste, c'est pas honteux de pas être le 9 incontestable d'une équipe qui veut tout gagner, tout rafler, qui est méga forte. C'est dur, c'est forcément dur. Est-ce que Gabriel Jesus peut être la solution ? Entrée contre Villa l'autre jour, il a mis un top but, peut-être. Est-ce que c'est le retour d'Havertz ? Peut-être. Est-ce que c'est juste qu'Arsenal est très fort autour et que c'est suffisant ? Moi, je vois un petit peu plus ça. Si on doit s'inquiéter un petit peu pour Arsenal, ou en tout cas soulever le vrai point d'interrogation de leur deuxième partie de saison, le défi, quand même, il semble manquer un petit peu de protéines offensives. Gyökeres en est l'incarnation, mais il n'est pas le seul responsable. 4e en XG de Première Ligue, 35.8. 8e en dribble tenté, pas incroyable. Comme on a dit, ton 9 a 3 non-penalty goals, alors que celui de l'équipe d'en face en a 18. Ça joue aussi. Mais surtout, je dirais, sur 7 des 8 dernières saisons, la meilleure attaque a remporté la Première Ligue. Arsenal, actuellement, avec 40 buts en 21 journées, c'est pas désastreux. C'est la cadence d'une équipe sur 38 journées à 72 buts. 72 buts sur les 15 dernières saisons de Première Ligue. Il n'y a qu'une seule équipe qui a gagné le titre avec aussi peu. Vous l'avez ? Leicester. Alors, en NBA, on dit souvent que l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres. En vrai, en Première Ligue, l'attaque gagne des titres. L'attaque, c'est ce qui te fait remporter la Première Ligue. Donc ce sera très intéressant de voir si Arsenal peut le faire malgré un secteur offensif qui n'est pas élitissime. Alors visiblement, ils y croient plutôt parce qu'ils ne sont pas du tout positionnés sur le cas Semenyo, alors que moi je l'avais dit dans mes transferts du mercato hivernal, si je voulais voir un move, c'était Semenyo à Arsenal, un joueur que peut-être tu surpayes un petit peu, mais win now, qui t'apporte véritablement là un contingent de buts, de passes décisives, d'actions décisives dans le dernier tiers, en plus sur les deux ailes, top move, City l'a fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait pencher la saison ? La cadence offensive de Manchester City, elle n'est pas délirante, mais c'est 81 buts en fin de saison, s'ils poursuivent sur leur standard. Peut-être qu'avec Semenyo, c'est même un petit peu plus. Ça fait 10 buts de plus qu'Arsenal, grosso. Donc c'est une question très très intéressante. Est-ce qu'Arsenal devient seulement la deuxième équipe sur les 9 dernières saisons à remporter le titre sans avoir la meilleure attaque ? Est-ce qu'il passe une vitesse supplémentaire ? Ou est-ce qu'il s'écroule ? Mon feeling, c'est que parfois dans un titre, il y a aussi autre chose, et parfois c'est peut-être la chose la plus importante, c'est le fait de ne pas avoir rencontré une opposition extraordinaire. Et on ne va pas se mentir, c'est une partie
moins racontée, moins belle. Et ce qu'ils ont fait est quand même extraordinaire. Mais c'est une partie du titre de Leicester. Personne n'a véritablement step up pour les challenger. C'était possible pour Arsenal, c'était possible pour Tottenham. Tout le monde s'est un petit peu écroulé. Ils ont pris la couronne. Je ne vais pas dire last man standing, ce qu'ils ont fait était fou. Il y a un petit peu de ça quand même. Et actuellement, j'aime beaucoup Manchester City. Je pense que ce qu'ils sont en train de bâtir pour l'avenir, c'est intéressant. J'aime bien la direction qu'ils sont en train de prendre, surtout si Pep reste. Mais je les vois encore un peu légers, encore un peu inexpérimentés. Et les blessures, graves blessures de Gvardiol, tibia cassé fin de saison, et Ruben Dias, qui va manquer encore un moment, ça c'est dur. Leur calendrier est potentiellement plus difficile qu'Arsenal aussi. Ils ont... Alors United c'est en déplacement, Tottenham c'est pas des foudres de guerre, mais le déplacement pour City à Tottenham, il est jamais facile. Déplacement à Anfield, déplacement à Stamford Bridge, beaucoup de matchs difficiles qu'ils doivent jouer sur la route. Ce que je vais mettre au crédit d'Arteta, en plus d'avoir totalement rebâti ce club, totalement rebâti sa culture et avoir créé un projet tactique, on en pense qu'on en veut, mais il est hyper mature aujourd'hui. Ce qui est fort avec Arteta, c'est qu'il a défini les conditions pour être toujours dans la course. On a beaucoup raillé ces saisons de deuxième qui s'enchaînent, etc. Parfois en sport, le plus important, et c'est ce que dit Pep tout le temps, si vous écoutez Pep en interview, ce qu'il dit tout le temps, be there. We will be there. You need to be there. They were there. We were there. Être là. Être là, comme Rodri sur ce ballon repoussé par la défense de l'Inter, être là au cas où tes rivaux sont pas là. Et de temps en temps, toi t'étais là, tu rôdais autour, tes rivaux sont pas extraordinaires, tu prends la couronne. Et c'est pour ça que mon intuition, comme en début de saison, c'est qu'Arsenal sera champion, pas un grand champion mémorable, champion qui marque sa génération, je veux dire champion relativement confortable, peut-être plus 7, plus 8 points, peut-être pas hyper serré, mais qu'à la fin, ouais, ils auront exorcisé leurs démons. Ils l'auront fait, et ils auront tout ce qu'il faut pour, là, véritablement bâtir une dynastie. Peut-être en ajoutant des vitamines offensives, peut-être en bâtissant les derniers étages de la fusée. Direction Champions, direction mainmise sur la Première Ligue, avec peut-être un départ de Pep, etc. Liverpool qui semble avoir du mal sur sa transition. Je crois qu'ils gagnent cette saison, et je crois qu'ils sont très bien positionnés pour la suite, sans être forcément bluffants. Et je trouve que ce serait plutôt à l'image de cette saison de Première Ligue, qui n'est pas incroyable, qui est loin d'être la Première Ligue du siècle qu'on avait anticipé, avec beaucoup de mouvements sur le mercato, à gauche, à droite, pas beaucoup qui ont fonctionné, mais Arsenal avait la meilleure base, et c'est une base qui les porte au titre. On verra, il reste encore 17 journées de Première Ligue à jouer, il reste beaucoup de matchs, parce qu'Arsenal est encore engagé en FA Cup, comme on a dit, en League Cup. Intéressante finalement cette demi-finale aller qu'on aura mercredi, on la regardera pas, parce que ce sera en même temps que Nigeria-Maroc, mais peut-être on la regardera le lendemain. Il y a la Champions pour Arsenal aussi. La fin de saison est très intéressante pour les Gunners. Ils ont une bonne longueur d'avance, pas que les 6 points, mais je pense dans l'absolu par rapport à un Manchester City, que j'aime bien, qui n'est pas encore à ce niveau-là. On verra, peut-être on se trompe, et on vit une deuxième partie de 2025-2026 incroyable en Angleterre. Peut-être même Aston Villa, Liverpool qui rebondit. Non, ça j'y crois pas. Mais ce sera kiffant à suivre. J'espère que ça vous a plu, petit sujet tranquille pour lancer la semaine un lundi. Demain, prono des demi-finales de Cannes. Mercredi, analyse de ces demi-finales de Cannes. Prenez soin de vous les gars, passez une excellente semaine. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté ou regardé. Merci d'avoir laissé votre pouce bleu dès la 5e seconde de vidéo. Et on se dit à très vite. Bisous.